Enregistre. Merci. Oh là là, merci Lorna, j'avais oublié. Alors là, on serait trouvé bête. Hein. Bon, allez hop. Donc, pour le thème de l'environnement que j'avais choisi, donc on a vu que on pouvait avoir des applications de cet environnement ou des aspects liés à la santé de la population, mais aussi à l'écologie, comme je disais, au développement durable, à la réflexion aussi des activités qu'on va appeler plutôt positives hein, dans le développement durable, comme par exemple l'apiculture, hein, pour ceux qui aiment le miel, mais aussi pour ceux qui comprennent que sans les abeilles, notre monde ne serait pas le même. Hein. Vous n'avez qu'à relire ce qu'a dit Einstein sur la disparition des abeilles, hein, ça serait vraiment une catastrophe. Et donc, l'idée, c'est que progressivement, on va mettre en place des éléments de notre, on va dire, enquête, en quelque sorte, sur les liaisons de cause à effet entre différents types d'informations dans ce contexte de data science appliquée à l'environnement et même, je veux dire, coloré assez biologique. Bon, alors, j'ai rajouté, vous l'avez vu, ça on en avait déjà parlé, un lac qui vient border la rivière, qui est donc relié à un lac qui est toujours relié à la rivière, hein, contrairement à un étang qui est isolé. Et là, on commence à faire apparaître des petits logos comme Détroit pour Défi 3. Vous avez reconnu que le lac a été l'occasion de faire le Défi 4 hein, sur le comptage des poissons. Donc, on en reparlera hein, de ce comptage de poissons et on verra comment on peut faire une correction succincte, peut-être sous forme de PDF, que je vous soumettrai. Et puis, vous avez vu que j'ai commencé à mettre en vert quelques éléments de réflexion ou quelques éléments d'analyse, comme par exemple l'ANOVA que nous avions fait pour essayer de voir, cette ANOVA n'avait pas été, on va dire, des plus pertinentes, étant donné, non pas que l'outil n'est pas le meilleur pour faire ce genre d'études, mais que le fichier qu'on utilisait n'avait pas les informations les plus adaptées à montrer un lien entre l'environnement et la santé. Alors ensuite, nous avions fait un Ki2, toujours avec le facteur environnement sous-jacent qui serait donc le facteur qu'on appelle la variable indépendante, qui pourrait expliquer, là on avait vu qu'il y avait une significativité, on va dire raisonnable, suffisante pour déjà une première présomption, hein, qui était que l'environnement pouvait jouer sur la perception qu'on avait de sa forme. D'accord ? Et puis donc, dans dans le défi 3, on s'est intéressé, on aurait pu prendre un fichier, hein, au butinage des abeilles et la distance de butinage, la distance maximale. Vous savez malheureusement que certaines abeilles ne reviennent plus à la ruche. Hein. Elles meurent avant, soit à cause des pesticides, soit à cause des frelons asiatiques, soit à cause d'autres phénomènes qui sont corrélés et qu'il serait bon de mettre en évidence. Donc là, on peut aussi commencer à s'intéresser à des liaisons entre types d'informations, de la même façon comme nous l'avions fait ici pour la santé de la population, avec les éléments qui nous intéressaient, c'est-à-dire le facteur environnemental. Bon, alors j'ai mis ici le logo 4 pour la rivière, le logo 2 pour le fleuve, le logo 3 pour la mer, le logo 6 pour le lac, hein, d'accord ? Défi 4, et puis j'ai mis une petite icône là qui nous permet de nous intéresser à un aspect, on va dire, important de l'activité d'un lac, c'est-à-dire la pêche. Et la pêche, pas forcément associée à une pêche, on va dire, destructrice. Ça peut être une pêche récréative où on relâche les poissons. Ça peut être aussi une pêche à vue scientifique, si au lac on n'a pas le droit de pêcher, par exemple, arriver. Hein. Et dans ce cas-là, eh bien, les poissons sont étudiés, bagués, et puis comptabilisés sur l'ensemble des poissons ou sur une espèce donnée.
Alors, on va sûrement s'intéresser un peu plus, vous l'avez compris, à l'aspect rivière, hein, dans ce qui nous attend là aujourd'hui, et nous allons voir qu'est-ce que nous allons pouvoir essayer de mettre en évidence sur cet aspect rivière en ayant une démarche à la fois scientifique, c'est-à-dire avant d'avoir des données, il faut peut-être les collecter, et puis il faut savoir un petit peu ce qu'on va collecter et comment on va le faire, et quelles vont être les données résultantes, et qu'est-ce qu'on va pouvoir dire des données. Alors bien sûr, il faut avoir un but dans ce cas-là et savoir un petit peu qu'est-ce qui nous anime. Donc, on va remplir un peu plus ce schéma, hein, et je vais vous donner le schéma résultant, ne vous inquiétez pas, pour pouvoir justement mettre en scène des éléments importants dans notre enquête environnementale, puisque vous savez que, on va dire, d'une façon générale, tout se tient, d'accord? Tout est relié. Alors, notre enquête nous avait amené à nous poser la question, vous vous souvenez, sur la rivière. Alors, j'avais répondu, hein, le fameux, les paramètres, on va dire, thermodynamiques, les paramètres qui caractérisent la rivière en elle-même, outre la thermodynamique, c'est-à-dire par exemple sa profondeur, sa largeur, son débit, sa propreté ou sa santé. Alors bien sûr, tout ça, ça fait déjà une foule d'informations, les concentrations qui existeraient de différents composants dans sa rivière, mais aussi la population de la rivière, les bioindicateurs, tout ça, vous m'aviez aidé à le faire, hein, vous vous souvenez, et puis bien d'autres éléments, comme par exemple, on avait parlé des berges aussi, la qualité de ces berges, de l'ensablement, de la profondeur, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, la profondeur. Et puis, bien sûr, vous voyez, quand on a un arbre comme ça qui dépasse sur la rivière, c'est pas forcément un bon élément. À un moment donné, il va la boucher, il va la combler, il va être un problème aussi important que s'il y avait un barrage de castor. Donc, il y a la nécessité d'entretenir cette rivière. Et vous savez que les rivières en France, on n'a pas trop à se plaindre, elles sont relativement bien entretenues parce que on a des ingénieurs eaux et forêts qui se trimballent et qui sont des éléments, des personnes importantes pour eh bien, la gestion de notre patrimoine et de notre paysage. Et vous avez bien sûr le sexe des poissons, leur taille, bref, plein d'éléments qui peuvent caractériser cette rivière. On avait déjà parlé des types de variables, hein, donc j'en ai évoqué quelques-unes, pour bien séparer les variables qualitatives des variables quantitatives avec leurs types respectifs. Vous avez l'habitude, nominal, ordinal pour les qualis, continue ou discrète pour les quantis. Un exemple de quanti discrète, c'est le nombre de poissons qu'on peut pêcher dans une zone donnée, hein. Donc ça devient un nombre qui va aller de, je sais pas moi, de 1 à 100, ça ne pourra pas faire 10 000 hein, dans une zone, dans une petite zone. Donc on a là une variable quantitative discrète dans un échantillon qui correspond à une portion de rivière. Ensuite, en variable quantitative continue, j'avais évoqué bien sûr la turbidité ou l'absorbance à 620 nanomètres, ce qu'on appelle aussi la DO, vous vous souvenez. Mais on peut aussi s'intéresser au pH. Le pH peut prendre des virgules, hein, c'est une variable thermodynamique, donc il n'y a aucune raison que ce soit une valeur discrète, même si on dit pH 5, pH 6. On a du pH 6,27 si on veut, c'est pas impossible. D'ailleurs, il serait bon de savoir si le pH est un indicateur fiable de la rivière ou s'il n'y a pas d'autres indicateurs qui pourraient nous intéresser. On a parlé de la température aussi. Alors la température, le zéro, il n'a pas la même signification que si j'ai 0 poisson. Donc vous voyez, il y a le problème de la signification du zéro. Le zéro en température n'est qu'une valeur, le zéro poisson est une absence. Ça, c'est deux éléments distincts dans le codage des données. Il faut vraiment y faire attention. Est-ce que le zéro a un sens? On y fera notamment attention quand on fera l'étude de la régression linéaire. Ce qui ne va pas tarder, hein, je vous le dis tout de suite. Et puis, on peut s'intéresser bien sûr à des variables quantitatives qui sont associées aux habitants de cette rivière, comme par exemple la taille
d'un poisson en centimètres ou on va dire sa masse, hein, ou son poids si vous préférez, mais le poids est une force, la masse c'est une quantité de matière. Et puis on peut s'intéresser aussi à des concentrations de polluants dans son sang, hein, en faisant des analyses, mais on peut s'intéresser aussi à d'autres facteurs, comme par exemple des facteurs que nous coderions nous-mêmes pour évaluer la santé de la rivière. D'accord? Et qui pourraient être d'ailleurs des facteurs réels. Hein. On n'est pas obligé d'avoir des codages seulement ordinaux. Bien, donc vous voyez que les lois qui vont être sous-jacentes sont eh bien, des lois discrètes quand on va s'intéresser à des variables discrètes, très vraisemblablement des lois binomiales quand on s'intéressera à des quantités et des lois normales quand on s'intéressera à des mesures exprimées dans des intervalles. Hein. Vous avez l'habitude et vous avez vu que je vous ai mis des vidéos qui vous rappellent eh bien, l'origine et l'intérêt et on va dire, les secrets de la loi normale, et puis une autre où, effectivement, dans les stats inférentiels, j'ai commencé à vous mettre des éléments importants, et puis aussi pour les stats descriptifs, comme des introductions à ces deux notions. Et puis dans les stats inférentiels, vous avez vu que j'ai déjà mis pour la séance passée, un rappel sur le qui 2 d'indépendance, c'est-à-dire je vous mets au défi d'avoir un cours de 20 minutes là-dessus, je ne sais même pas s'il fait 20 minutes, il fait peut-être moins. C'est-à-dire que vous avez tout avec des codes couleurs en 20 minutes, là où vos profs mettent des heures à vous expliquer quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous pouvez en plus revenir en arrière. Et je crois que cette vidéo a été relativement bien faite, si j'en crois les commentaires qu'on m'ont fait. Et puis on avait parlé du machine learning aussi. Donc, tout ça, c'est des choses que vous devez vous poser, des questions que vous devez vous poser dès que vous avez une nouvelle situation, que vous avez un élément naturel ou une manip en biologie. Hein, vous avez vu quand on a fait le défi sur les erreurs, là, dans la manip de biologie cellulaire, il y a tout un environnement aussi. Il y a plein de variables qui sont sous-jacentes et ce n'est pas le propre simplement des sorties en terrain, quoique les sorties en terrain sont bien fournies en type d'information. Vous pourriez aussi vous intéresser aux rives ou aux berges en tant qu'animaux peuplant ou bioindicateurs peuplant ces berges ou ces rives pour voir si, là encore, en plus d'autres indicateurs, comme par exemple des indicateurs qui sont liés à la couleur, on en avait parlé, au pH, aux quantités de polluants dans l'eau, eh bien, les bioindicateurs, leur présence ne pourrait pas rendre la notation qu'on a sur la santé de la rivière un peu plus performante. Alors, le machine learning, je crois que c'est Yanis qui l'avait évoqué, hein, il y a des prédictions qui sont faites pour, alors vous étiez deux à en parler je crois, si ma mémoire est bonne, à la fois pour la prévision eh bien, des inondations liées aux pluies excessives, donc on va contrôler, on va avoir un contrôle des données, qui vont être le fait d'enregistrements sur plusieurs années, plusieurs décennies même, et qui vont peut-être corréler un taux de précipitation à un risque d'inondation ou à un risque de pollution aussi, ça c'est important, dans des modèles prédictifs qui, vous allez le voir, pour beaucoup empruntent à ce que vous verrez en gros en statistique, c'est-à-dire le modèle linéaire généralisé, à savoir principalement parce que c'est une grosse donne aussi en machine learning, la régression linéaire, mais pas utilisée aux mêmes fins et pas optimisée de la même façon. Je vous en avais déjà parlé lors de la séance 3. On utilise les mêmes outils en machine learning et en analyse statistique inférentielle, et en modélisation, mais pas aux mêmes fins. Donc, on a des petites variantes quant à l'optimisation des données pour la droite de régression. Ce n'est pas tout à fait le même type d'optimisation, mais quand les choses marchent bien, elles conduisent la plupart du temps au même résultat. Ça se complique avec les régressions multiples et ça se complique lorsqu'on a plusieurs variables qui sont étudiées en même temps. Mais bon, ça, c'est une chose. Donc, vous voyez, dans les variables, il faut faire la part de ce qu'on appelle les variables dépendantes. Je crois que on en avait déjà parlé, hein, les variables dépendantes, c'est celles qui sont à expliquer. Des variables indépendantes, c'est-à-dire celles fixées, qui expliqueraient eh bien, les mesures que l'on fait et qui sont conduites dans des variables dépendantes. Donc, vous voyez, cette petite photo, ça a l'air de rien. Hein, vous voyez, je
je travaille à votre place parce qu'on n'est pas en classe, donc c'est difficile de travailler par groupe de 3 en distanciel et d'arriver à cela assez rapidement. Cette petite, entre guillemets, photo, puisqu'elle nous révèle un sujet qui a l'air figé comme ça, eh bien, permet de collecter ou de prévoir la collection d'une très grande quantité de données. Et là, je ne vous fais pas de réserve, hein. On est déjà sur une très grosse masse de données qui pourrait ressembler, si on s'intéressait eh bien, à toute la rivière, c'est-à-dire tout son cours, et tous les à côté de la rivière, c'est-à-dire son paysage, ses bords, tout ce qu'elle traverse, on serait déjà dans du big data, vous l'avez compris. Et le but du jeu, c'est d'éviter le big data pour arriver à des premières conclusions, à des modèles qui seraient fondés et qu'il faudrait bien sûr vérifier avec plus de données, justement pour préparer le big data ensuite. Donc le big data n'est pas un but immédiat, ça sera peut-être un but final, justement peut-être empruntant plus au machine learning d'ailleurs, que dans la statistique inférentielle qui déjà coûte beaucoup à mettre en œuvre avec des échantillons de taille modeste. Alors vous imaginez le coût sur un big data. Il faudrait le PIB d'un pays africain pour mener une étude. Ou peut-être même celui du Luxembourg. Là, évidemment, on en avait déjà parlé, c'est qu'il y a de nouvelles variables qui apparaissent pour juger, eh bien, effectivement, de l'aspect touristique. Ici, l'aspect pêche, qui va être intéressé, qui va réempoisonner, quels sont les éléments qui sont intéressants de considérer dans cette pêche pour justement eh bien, l'écologie soit respectée, que les poissons soient toujours présents, en bonne santé, et il y a un coût à tout cela, donc qui va payer, etc., etc., etc. Et puis bien sûr, vous voyez que les abords sont absolument entretenus, ce qui est très important pour pouvoir permettre une activité de loisir, on va dire, respectueuse de la sécurité et respectueuse des bonnes conduites et des bonnes pratiques. Alors pour ça, tous les éléments agissent encore, hein, toujours la même chose, questionnement variable, loi stat descriptive inférentielle et machine learning. Enfin, pour les autres éléments, je vous laisse réfléchir à ce qui pourrait être cette fois-ci mis en exergue dans ce genre d'études. Et là, ça me paraît évident, c'est comment pourrions-nous, une, prévoir ce genre de catastrophe, et deux, éviter ce genre de catastrophe. Et trois, bien sûr, eh ben, comment on va faire pour solutionner le problème une fois que la pollution est là. Donc vous voyez, il y a trois aspects là qui n'étaient pas évidents à trouver. C'est un, eh bien, enfin, le premier, c'est décrire la catastrophe. La deuxième, c'est prédire la catastrophe. La troisième, c'est eh bien, solutionner la catastrophe. Bien, alors, dans ce cadre, vous l'avez compris, la rivière et l'eau va être notre élément, on va dire, central, puisque il n'y aurait pas de vie sans eau, vous l'avez compris, et puis parce que la moindre petite rivière se jette dans un fleuve, le fleuve lui-même se jette dans la mer, hein, j'espère que tout le monde le sait, ça, et que eh bien, tous les aspects environnementaux vont y gagner en santé. Si la rivière est en bonne santé, le fleuve sera en meilleure santé. Alors le fleuve ne pourra pas avoir beaucoup d'impact sur la rivière, étant donné que c'est la rivière qui se jette dans le fleuve, mais il pourra en avoir quand même, hein, notamment sur la population des poissons qui pourraient remonter à contre-courant. Et puis bien sûr, si le fleuve se jette dans la mer, et que le fleuve est en bonne santé, la mer sera moins polluée. Par contre, dans le scénario sombre, si la rivière est polluée, la pollution va avoir un impact dans celle du fleuve, et puis on va avoir bien sûr le fleuve qui va charrier des éléments nocifs dans la mer, et tout ceci se tient. Évidemment, vous allez me dire, si à clos, on pourra peut-être arriver à quelque chose, sauf que, vous l'avez vu, et vous le savez, eh ben, on va rajouter des éléments et que l'enquête va se compliquer. Vous avez vu ici que les flèches que j'ai dessinées nous mettent en valeur des relations entre les différents points d'étude, hein, sans rentrer dans les détails, c'est-à-dire que la santé
et le fleuve et la mer vont sûrement être reliés dans des études. On verra quel type d'études précis on peut mettre en place pour avoir des arguments scientifiques sérieux. Quel autre type d'études moins coûteuses pourront nous donner quelques présomptions de liaison entre les informations? Et enfin, quelles études encore plus, on va dire, sujettes à caution, on est amené de temps en temps à lancer pour avoir juste eh bien, quelques indices, mais des indices faibles, qui nous permettent ensuite de construire des expériences beaucoup plus mieux préparées pour pouvoir avoir une confiance plus importante dans ce qu'on va essayer de mettre en exergue ou en valeur. Bon, bah alors continuons le schéma. Hein. On va rajouter une zone humide ici, d'accord? Une zone humide qui est essentielle, vous savez, dans la bonne santé environnementale de toute une région. Hein. Et dans cette zone humide, vous allez avoir des animaux qui vont être, si je peux m'exprimer en ces termes, endémiques de cette zone humide, qui ne vont pas aller plus loin, mais qui sont très importants pour le bon équilibre naturel. Vous voyez, imaginons qu'il n'y ait pas la ville, imaginons qu'il n'y ait pas d'activité humaine, tout ceci va avoir effectivement toutes choses égales par ailleurs, donc des répercussions sur la santé. Mais attention, il ne faut pas que la zone humide soit non plus polluée par les activités humaines. Il faudra faire très attention. Alors, vous l'avez entendu peut-être dans le cours de vos études ou dans le cours de vos lectures, lorsqu'on veut implanter un supermarché dans des zones rurales, on est quelquefois amené à détruire une zone humide et la loi impose de reconstruire en déplaçant cette zone humide en quelque sorte, c'est-à-dire en procédant à des phénomènes d'éco-remplacement de cette zone humide. Alors dites-vous bien que c'est jamais entièrement une réussite et jamais un total remplacement. Donc, il faut bien faire attention que ces zones humides sont très importantes dans le maintien d'un écosystème en bonne santé et ce, même à longue distance, on va dire. Toutes les choses se tiennent. Du coup, on va se dire, tiens, on va rajouter un GR. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner le dessin, d'accord? On va rajouter un GR, le point 8, qui sera donc un élément d'étude peut-être. Hein. Qu'est-ce qu'on pourra bien étudier dans un GR? Vous allez me dire, c'est un peu n'importe quoi, ça, c'est pas intéressant un GR. Ah, ben, on va voir quand même qu'il y a des éléments importants, ne serait-ce que préventifs. Allez, je vous donne un premier élément, c'est que dans les GR, il y a des touristes qui sont sensibles à l'écologie et qui pourraient ou qui s'intéressent à l'écologie et qui pourraient être, au gré de leur rencontre avec d'autres marcheurs, eh bien, sensibilisés à tel ou tel aspect de la région qu'ils traversent et notamment donc pouvoir avoir une activité associative ou militante pour préserver ces GR et faire en sorte qu'ils traversent des zones agréables à traverser, donc bien entretenues. Donc vous voyez l'aspect aussi communication, l'aspect prévention qui sera derrière des activités humaines de loisirs, mais de loisirs sportifs et de loisirs éclairés en général dans les GR, en général, hein, pas toujours. Se promènent plutôt des gens qui sont sensibilisés au maintien de la nature dans une bonne santé. Bon, alors continuons, hein, parce que là, c'est pas facile hein, de commencer à faire une enquête si on n'a pas tout. Et puis, on va rajouter des éléments nouveaux. Alors là, on se doute que notre rivière va avoir effectivement eh bien, elle va avoir, là je vais m'arrêter sur cette dia, elle va avoir effectivement mal à partir si on rajoute effectivement dans notre, j'ai du mal à, je vais faire une pause, là, voilà. Paf. Si on rajoute les éléments d'activité humaine, comme par exemple l'agriculture, hein, ça c'est clair que l'agriculture n'est pas forcément une agriculture de type bio dans notre pays. Nous avons aussi des impératifs de production. Nous avons aussi à lutter contre on va dire des insectes ou des plantes qui sont non désirables. Hein. Donc, il faut parfois procéder à ce qu'on appelle des traitements chimiques, malheureusement, qui vont avoir des répercussions
très certainement sur les sols, les nappes phréatiques et les cours d'eau, et puis peut-être même sur les activités. Vous l'avez vu là, est-ce que les ruches sont près ou éloignées de... Alors l'apiculteur qui fait son miel bio et qui est près d'un champ non bio, vous imaginez dans quelle panade il est, hein, d'accord? Ou si le champ est éloigné mais que les abeilles font quand même un tour dans ces champs et puis reviennent, on va dire, avec des pesticides, on est mal barré, d'accord? Bon, et puis bien sûr, beaucoup d'usines s'appuient sur les cours d'eau pour refroidir, mais aussi nettoyer ou vider leurs déchets d'une façon, on va dire, historique, hein, c'est-à-dire que c'est des choses qui ont été mises en place au XVIIIe, XIXe et XXe siècle, et qu'on a du mal à, dont on a du mal à se séparer au XXIe siècle, mais on commence à s'y intéresser de près. C'est bon, bah, les activités humaines industrielles vont sûrement, c'est même pas la peine d'en douter, avoir une répercussion sur la santé de notre rivière que j'ai mis à gauche, là vous la reconnaissez, hein, d'accord? Et puis, ben oui, on a étudié une ville de 35 000 habitants, mais il y a aussi des villages hein, en France. Et heureusement, ces villages sont paisibles. Il semblerait que effectivement la vie y soit vraiment tranquille, j'allais dire comme un long fleuve tranquille, et que nous n'ayons pas les soucis effectivement environnementaux que les citadins ont. Ben, écoutez, je vais vous donner une petite anecdote. Hein. Si vous êtes dans la baie de Somme, qui est magnifique, hein, peut-être certains connaissent bien. Vous avez une réserve, euh, et vous avez même plusieurs réserves, et vous avez de jolies plages, de jolies campagnes, de jolis villages, beaucoup d'animaux qui traversent, puisque la baie de Somme est faite de pas mal de zones humides aussi. Et pourtant, vous voyez, des habitants de la baie de Somme se farcissent la pollution de Paris, évidemment, Londres, ça c'était un peu moins évident, Bruxelles, mais aussi les villes allemandes de la Ruhr, et puis sans compter bien sûr, parfois ça peut aller jusqu'à la Hollande, donc vous voyez, on est vraiment dans des mesures, dans des combinaisons assez complexes de pollution, hein, puisque vous savez que maintenant la pollution aux microparticules ne se cache plus, hein, on ne peut plus la cacher comme on l'avait fait dans les années 90 en disant que le diesel c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux pour faire rouler une voiture, puis on en est revenu, hein, même des bus. Hein. Et donc il a fallu un combat de 30 ans hein, pour se rendre compte que les microparticules n'étaient pas une vue de l'esprit et que ces microparticules ou la pollution à l'ozone ou la pollution à d'autres gaz eh ben, pouvaient avoir effectivement des effets combinés sur une zone même rurale, résultant effectivement de différentes villes qui polluent sur un rayon donné, hein, mais pas toutes à la même échelle. Il faut faire attention au vent, donc les vents ne se combinent pas tout le temps. Donc oui, il y a des éléments comme ça, on est encore dans le big data, vous l'avez compris, ce ne sont pas des simples mesures faites dans le village qui vont être intéressantes, mais c'est des mesures à une échelle beaucoup plus importante, et c'est bien de la data science qui va nous permettre de trouver des solutions ou d'exprimer ou de mettre en place d'abord des modèles pour voir d'où vient la pollution, quelle est sa signature, parce qu'on peut signer une pollution hein, en fonction des éléments qu'on y trouve. On peut savoir si la pollution vient de Paris ou la pollution vient de Londres, par exemple, rien qu'en regardant les signatures polluantes. Et puis, dans ce cas-là, bah, prévenir. La meilleure des préventions, c'est d'avertir les personnes qui sont habitantes là, peut-être par une application téléphone, qu'elles sont exposées tel jour à un degré de pollution beaucoup plus important que tel autre jour, et donc prendre leurs dispositions, soit pour s'enfermer, malheureusement, hein, et des fois il n'y a pas d'autre solution, soit pour aller ailleurs, soit pour le savoir au moins, et quand on est avec des facteurs comme l'asthme, eh bien, prendre prendre ce fait en compte pour justement ne pas en pâtir trop pour sa santé, ou du moins en pâtir le moins possible pour sa santé. Voilà, je vous donne un exemple, hein, c'est pour vous dire que tout se tient hein, également dans notre aspect. Alors, on va rajouter ces éléments, si vous voulez bien, dans notre
schéma. Donc là, je rajoute le fait que dans notre zone rurale, on a sûrement une activité de champ et d'agriculture, hein, vous voyez, point 9. Et puis, tiens, je vais rajouter également donc une forêt, en point 10, dont on voit le bout du nez, là, etc. Et puis notre village, là, en point 11, village qui peut être, par exemple, traversé par le GR et qui est celui que j'ai présenté, avec les problèmes, même s'il est au bord de la mer, d'accumulation possible de polluants. Et donc, vous voyez que tout ceci nous permettra de récolter des données. Hein, on va voir comment, avec la rivière, justement, de s'intéresser aux données pertinentes. On a vu, et je l'avais fait exprès avec la santé population, qu'il ne fallait pas prendre n'importe quel fichier, mais faire des choses qui soient un peu plus réfléchies. Donc là, on va peut-être pas faire les mêmes écueils et on va s'intéresser à des données, peut-être en moindre quantité, mais des données plus pertinentes, pour essayer d'étudier effectivement les associations entre ces différentes catégories d'informations dans notre plan général, à savoir, par exemple, est-ce qu'il y a une relation forte ou non, hein, il y aura peut-être une relation, il faut établir sa force entre la distance de butinage des abeilles maximale et puis la proximité de champs ou justement l'éloignement. Peut-être que c'est trop loin pour que ça ait un effet, allez donc savoir, mais pas seulement. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut garder le label bio aussi? Vous voyez, il y a plein d'aspects. Là, également, le village, est-ce qu'il va contribuer effectivement à polluer le lac, à dégrader le GR ou plutôt au contraire à bien l'entretenir? C'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a une activité de pêche qui est bien régulée, c'est-à-dire que le lac est en bonne santé? Est-ce que la zone humide va avoir effectivement des répercussions sur la bonne santé de tout l'ensemble? Ou au contraire, est-ce que la pollution générale qui pourrait s'activer ici va avoir des répercussions à la fois dans la zone humide et dans la forêt? Ce sont des interrogations que nous pouvons nous poser. Alors bien sûr, à travers toute cette masse d'informations, moi, il faut que je vous guide vers des éléments qui sont un peu plus, on va dire, concrets. Alors je vais simplifier à outrance bien l'approche que je vous propose en m'intéressant à une portion de rivière. Et dans cette portion de rivière, je vais mettre en vedette donc des données particulières. Alors, alors, avant de commenter ce petit dessin, je vais faire une petite visite. Alors, Stélina, oui, le nombre d'accidents, les sangliers qui chargent les pauvres gens aussi. Oui, bon, c'est rarissime, ça existe, Stélina. Hein, je commente les messages. C'est rarissime, mais oui. Et puis, on peut se demander, pourquoi ils chargent les pauvres gens? Peut-être qu'il y a une prolifération d'un certain type de gibier. Alors, je ne dis pas qu'il faut les chasser, comment on pourrait les réguler, mais il y a un moment donné où il faut faire attention et la gestion des populations est très importante. Je n'ai pas dit forcément que ça venait de la chasse, la solution. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas à dire. Je ne suis pas un écologue, je me pose des questions et je sais simplement qu'il y a des surpopulations de sangliers également, qui détruisent des récoltes aussi. Ça, c'est un petit peu comme les loups. Il faut des mesures gouvernementales pour accompagner les dégâts que font les loups, parce que les loups sont utiles et parce que l'homme a pris trop de territoire, y compris sur les bêtes sauvages. Donc, vous voyez, pour répondre à la problématique que lance Stélina, le nombre d'accidents par exemple, sur les charges de sangliers, peut être corrélé à une activité humaine qui a débordé ses frontières. Et lorsque nous sommes intéressés aux maladies ou à la santé des... Par exemple, vous voyez ici, ça c'est quelque chose que je voulais vous dire aussi. Et après, je réponds à vos questions, ne vous inquiétez pas. Si je m'intéresse à la santé de la population, je peux très bien voir la répercussion, on va dire, du confinement. Prenons une actualité brûlante sur la zone d'habitation ou le type d'habitat, c'est-à-dire est-ce que je vis dans une maison, est-ce que je vis dans un petit appartement dans un grand ensemble, ou est-ce que je vis dans un appartement un peu plus confortable, dans un petit immeuble qui est dans une zone, on va dire, résidentielle. Donc vous voyez, on peut prendre des éléments importants. Eh bien, figurez-vous que plus l'homme va mordre sur des éléments sauvages, comme par exemple des forêts, alors là, on est en France ou en Europe,
mais imaginons des forêts tropicales, hein, et plus il va être à la rencontre d'animaux sauvages avec lesquels il n'a pas l'habitude de vivre, ou qu'il n'a pas l'habitude de fréquenter, ou pas l'habitude vraiment de consommer quand c'est de la viande de brousse, et on va se retrouver avec un problème de virus, puisque les forêts sont, avec les chauves-souris et d'autres animaux, d'immenses réservoirs à virus, il y en a même qu'on ne connaît même pas. Eh bien, ces débordements de l'activité dans les forêts vont faire apparaître des pandémies. Donc, vous voyez qu'il y a une relation évidente entre l'activité humaine, hein, et puis l'apparition de catastrophes qui ne sont plus, on va dire, contrôlables maintenant. D'accord? C'est-à-dire qu'on est hors contrôle pour l'instant, en espérant bien sûr que le contrôle puisse se faire dans le cours de l'année. J'espère en tout cas. Donc, je reviens aux commentaires. C'est bien que vous fassiez des commentaires. Alors, les touristes peuvent ramener des maladies qui n'existent pas dans notre village ou ils peuvent polluer la rivière. Parfait pour Otilia. Donc, vous voyez, il y a des relations entre la fréquentation de la zone rurale par des gens qui ne font pas partie des habitués, on va dire, ou des activités tradies. Et on voit qu'effectivement, l'activité touristique, si elle est, on va dire, surdimensionnée, peut amener pas forcément qu'une manne financière intéressante, mais également des problèmes à plus ou moins long terme, à plus ou moins grande échelle. Donc, les déchets qui peuvent être jetés par l'homme, qui polluent les cours d'eau, intoxiquer les animaux qui pourraient les ingérer. Alors ça, c'est un point très important, Alena. Hein. Et effectivement, Stelina, Otilia, Alena et Aliénor, vous prenez un demi-point, d'accord? Oui, bah, oui, bien sûr, vous braquez la banque. C'est toujours pareil. Bon, heureusement, la banque a du répondant, mais pour combien de temps, j'en sais rien, mais vous venez encore une fois de braquer la banque. Donc, effectivement, très, très important, vous voyez, je vous amène à cet élément de réflexion avant de faire des stats. Bravo, petit gars. Et merci aussi pour ton commentaire sur YouTube. Je n'avais pas percuté que c'était toi au départ, donc je te remercie. Bon, alors, effectivement, l'idée, c'est que elle va déposer le bilan quand il n'y aura plus de banque, il n'y aura plus d'enseignement, d'accord? Bon, alors, l'idée, c'est que, vous voyez, à travers cet échange-là, c'est que je forme de nouveaux citoyens aussi dans cette option, c'est-à-dire que je vous amène à la réflexion, je vous amène à considérer que le moindre petit événement, ça a l'air anodin ce que nous dit Stélina, ouais, les sangliers, tu me fais rire avec tes sangliers. Ben non, 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 parce que vous voyez, c'est le principe même de ce qui nous a amené à la pandémie, c'est-à-dire on sait maintenant que c'est l'extension du territoire humain vers le territoire sauvage qui ramène les pandémies en plus grand nombre. Alors, comme j'ai une petite minute, je peux vous expliquer que le HIV n'est pas né dans les années 80. Vous le savez, il existait sûrement, il y a des études belges qui sont en train d'être ramenées à la surface depuis quelques années parce qu'on faisait de la mince avec des prélèvements, on va dire, sur des animaux et sur des humains, et on s'est aperçu que le HIV circulait déjà dans les années 30. Mais dans les années 30, ça atteignait un village, ça atteignait un dispensaire éventuellement, mais ça n'allait pas plus loin parce qu'il n'y avait pas encore toute cette diffusion en masse de l'humain, il n'y avait pas encore ce tourisme en masse, il n'y avait pas aussi ce développement, on va dire, industriel, même dans les pays d'Afrique. Donc ça s'est, on va dire, limité à un problème de brousse pendant 50 ans jusqu'aux années 80 où là, effectivement, ça a explosé et puis le HIV a débordé de la brousse. On pense que ça vient des singes verts et que ça a été transmis aussi par d'autres singes aussi, notamment les chimpanzés. Et puis, il y a eu un problème, vous voyez, de vaccination contre la polio qui a été développé aussi à partir des chimpanzés par des équipes belges notamment et qui ont fait fabriquer des anticorps à des chimpanzés et ces anticorps ont été injectés ensuite à des enfants, d'abord en Afrique mais aussi en Europe, et il y a eu des gros problèmes à long terme qu'on n'a pas su expliquer comme étant comme provenant du HIV, mais c'est un modèle de diffusion du HIV qu'il faut regarder avec plus de recul. Vous voyez, c'est ça être scientifique, c'est pas seulement se cantonner à faire sa manip, ne pas seulement se cantonner à sa discipline, mais avoir une vue large des choses pour se dire que même dans son tube à essai,
tout est relié et peut s'expliquer par un grand nombre de facteurs. Ces facteurs ne sont pas tous importants pour la variation du phénomène qu'on utilise et qu'on étudie, mais ils sont là. Ils sont là et parfois, ils peuvent déclencher une catastrophe, soit par un phénomène aléatoire, soit par un phénomène chaotique, soit par un phénomène de conjugaison des événements. D'accord? Alors Yanis, tu me dis que plus on piétine sur les territoires sauvages, plus ils piétinent sur le nôtre, effectivement, et les pandémies risquent de plus en plus d'être courantes si on ne change pas la manière dont on connaît les territoires sauvages. Je crois que effectivement, il faut commencer, vous voyez, quand on a une vision d'analyste, quand on a une vision de biologiste moderne, à réfléchir sur les interactions entre l'homme et les activités anthropiques, et puis ce qui doit rester sauvage, parce que sinon il n'y a plus de biodiversité. Donc ça, c'est votre boulot, hein, c'est plus le mien. Hein, vous êtes la future génération. Moi, j'ai fait ma part des choses. J'ai essayé, tant que faire se peut, d'avertir les gens dans ma jeunesse, d'être conscient de ces choses-là. J'ai pas toujours été le meilleur des militants. J'ai pas toujours été drapeau à la main pour essayer de défendre des trucs. Mais vous avez les moyens par les sciences, pas seulement par on va dire des convictions, mais par des convictions éclairées, de maîtriser un peu mieux les choses et vous pourrez bientôt, quand la pandémie sera éteinte, voyager pour justement enquêter de près ou diffuser, prévenir, c'est ce que je vous ai dit, faire de la prévention, faire, on va dire, de la communication. Bien, alors vous voyez, hein, on s'est un petit peu attardé sur ces choses-là, mais je crois que ça fait partie de la chose, vous avez compris. Alors on revient effectivement à notre quête de données, puisqu'on va y arriver. Donc là, vous voyez un petit peu ce qui se passe dans cette rivière, vous en dites quoi de ça? Vous savez à peu près ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive? J'ai un problème avec mon diaporama, il me met ça en visualisation de quelques secondes, il va falloir que je revoie mon diapo. Donc là, j'ai entendu un bop, j'essaye d'attendre plusieurs bops, sinon ça me fait quitter le truc. Regardez bien, donc vous voyez un petit peu, vous vous doutez que ce sont sûrement des algues, hein, puisque c'est vert, ça ne devrait pas être vert, hein, une rivière. Hein. Moi, je l'ai vu, ça, hein, malheureusement. Hein. J'ai vu aussi une prolifération de lentilles d'eau, j'ai vu aussi des algues rouges, j'ai vu pas mal de choses, sans être professionnel, hein, je ne suis pas écologue. Hein. Alors, effectivement, alors Camille, tu dis il y a beaucoup de vases dans la rivière, ce n'est pas forcément une bonne santé. Alors, attendez, laissez-moi lire, parce que s'il y a trop de bop, la cause est humaine, pollution de eaux, d'accord, effectivement. Alors déjà, première information, l'accumulation va consommer effectivement beaucoup d'oxygène, donc va empêcher les animaux et les plantes de vivre et peut-être même perdre des nutriments ou en gagner, mais des nutriments qui ne sont pas endémiques, qui sont des nutriments, on va dire, importés. Alors justement, effectivement, les lentilles d'eau, c'est plutôt dans les eaux stagnantes, mais l'eau, elle est pas elle circule pas beaucoup là, on va dire. Et dans une rivière, il y a quelquefois des bras de rivière qui sont pas très dynamiques. Hein. Alors, la qualité de l'eau, on dirait, je lis tout. Hein. Oui, donc forcément, comme tu dis Camille, hein, l'O2 va disponible, l'oxygène va diminuer, donc les poissons meurent de manque d'oxygène, ils ne pourront plus respirer. Alors ensuite, il n'y a pas... alors... Bon, alors, visiblement, vous avez encore des progrès à faire. Voilà, Héloïse. 0,5. 0,5 pour Héloïse. Donc, c'est un problème de nitrate. Hein, d'accord? Ça, c'est clair. Le nitrate, c'est bon, hein, s'il en faut, mais il n'en faut pas trop. Hein, donc, ça, c'est typique de l'accumulation de nitrate. Donc, ces nitrates viennent notamment, mais pas seulement, et puis arrêtons de stigmatiser les agriculteurs, mais viennent effectivement d'une activité agricole intense, hein, notamment d'élevage.
Ok. Donc ça, c'est le signe qu'il y a une répercussion de tout ce qui alimente la rivière par ses abords et notamment des engrais utilisés ou d'une production ou d'une activité agricole tournée sur l'animal qui est trop intensive. Donc, vous voyez qu'il y a une répercussion effectivement de nature chimique entre l'activité de l'homme et puis la santé de la rivière. Et ça, c'est très, très, très mauvais pour la rivière, vous en doutez bien. Mais pas seulement pour la rivière, hein, puisque ici, il va y avoir aussi des répercussions au niveau de la mer, puisque si jamais il y avait, on va dire, un déversement des eaux de pluie ou des eaux de ruissellement en bordure de plage, vous auriez l'apparition d'algues vertes également sur la plage. D'accord? Alors là, c'est plus franchement des problèmes de lentilles, hein, mais c'est des problèmes d'algues. C'est pas tout à fait les mêmes algues, mais c'est des algues qui sont la conséquence du nitrate. Donc oui, effectivement, le cycle de l'eau, hein, vous voyez que l'azote va rentrer dans le cycle de vie, c'est important. Hein. Il va y avoir effectivement vraiment, ça m'embête ce truc-là. Il faut que je mette sur pause à chaque fois. Il va y avoir effectivement donc un apport d'azote naturel ou dû à un excès de l'activité de l'homme, hein, et vous avez bien sûr une régulation de cet azote qui va créer des nitrates, hein, NO3, mais aussi des nitrites et de l'ammoniac, hein, vous le savez, si vous avez une option ou un enseignement de biologie végétale. Moi, je trouve que l'enseignement de biologie végétale, ça doit être passionnant pour vous parce qu'avec les nouvelles découvertes, vous devez en savoir 1000 fois plus que moi. Donc, ok. Bon, ben voilà, vous apprenez aussi des choses. Hein. Je vous avais dit, on a notre casquette de biologiste. Avant tout, on est entre biologistes. Hein. Je ne vous parle pas de gérer une boîte ou de faire, on va dire, de l'argent dans une société qui pourrait traiter d'assurance vie. Hein. Je suis là pour faire de la bio. Ben oui, les habitants, Camille, pourraient consommer donc trop de nitrates, hein, et ça c'est très mauvais pour les systèmes digestifs, les systèmes de filtration, non seulement pour les poissons, mais également pour les hommes, hein, et ça a un impact sur la santé et les animaux autour. Donc vous l'avez compris, le nitrate est à surveiller dans notre ensemble, d'accord? Alors s'il est à surveiller, on va le surveiller comment? Ben, vous l'avez compris aussi, une eau comme ça, on l'échantillonne. Et donc, il y a effectivement une façon de travailler. Hein. Les techniciens travaillent d'une certaine façon pour essayer d'avoir des mesures qui reflètent la santé de la rivière. Alors là, je vous dis encore, hein, qu'en dites-vous là de tout ça? Vous avez une idée? Essayez de prendre le micro, ça va plus vite, ça m'évite de faire les bips, les bops et de refaire en arrière, si vous pouvez prendre le micro. Alors, qu'est-ce que vous en dites? N'allez pas chercher la grosse bête, hein, regardez l'évidence. Bon, il n'y a que des bips. Alors, je laisse ça ouvert quelques secondes là. Qu'est-ce que vous en dites? Vous voyez, c'est ça les datas. Hein. C'est pas seulement aller chercher le fichier, mais c'est au fait comment on les acquiert ces datas. Est-ce qu'on en a vraiment une bonne fiabilité, une bonne confiance dans ces datas? Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait? Est-ce qu'on n'a pas regretté de travailler sur un fichier? Avant de travailler sur un fichier, il faut des gens sur le terrain. Vous avez d'accord? Le big data par des satellites ou des objets connectés, c'est pas encore tout à fait au point pour des choses localisées. Donc, il faut de l'humain et puis il faut du matériel. Alors, regardons un petit peu ce que vous m'en dites. Et regardez bien la dia, elle est très importante. J'ai mis du temps à la faire, cette dia. Alors, arrêtez un petit peu les bips, là, que je puisse lire. Stop. Une seconde avant les réponses. Parce que moi, ça me fait, pour le coup, on va avoir à faire de la... Voilà. Bon, alors pour moi, le type de réponse
Alors, ne confondez pas évaluation avec des bioindicateurs qui seront plutôt des évaluations qualitatives, hein, Mathias, d'accord? C'est quali, hein, c'est pas quanti, donc ça sera pas forcément assez précis, mais c'est précieux, hein, c'est très précieux. Ça va être un signe de bonne santé, mais ça va pas être un signe qui sera vraiment mesurable d'un point de vue quantitatif. Alors, la seule vraie réponse parmi l'ensemble, alors attendez, parce que ça a rebougé, voilà. Alors, plusieurs échantillons d'eau seront mesurés peut-être en dosant directement les molécules d'intérêt. Voilà, alors, voilà, donc Aliénor 0,5, Héloïse 0,5, Yanis 0,5. Lorna 0,5 et on s'arrête là parce que vous braquez trop la banque. Effectivement, vous avez compris et ça, pour moi, vous voyez, ça c'est une réponse courte, mais elle est géniale cette réponse. Elle met beaucoup de choses en exergue. C'est-à-dire qu'on a des machines. On va plutôt parler d'appareillage, d'accord, Aliénor? Ensuite, on a un étalonnage de ces appareils, effectivement, qui sont importants, mais aussi on a la notion de précision. Je vais revenir sur la dia dans quelques instants. Et donc, la propreté du matériel est essentielle. Pour moi, Aliénor, ta réponse, elle vaut de l'or. Regarde, tu vois le genre de réponse qu'on peut faire en une ligne et qui a vraiment beaucoup d'informations dedans. D'accord? Donc, effectivement, continuer de faire de la synthèse comme ça, essayer de voir loin, rapidement et avec le souci du détail. Donc, on va dire qu'on parle d'appareillage. Hein, les machines, c'est un peu vague, hein, ça fait un peu genre Moyen-Âge, hein, on va dire, les machines infernales. Hein. On va dire aussi que derrière l'étalonnage, il y a l'assurance de la qualité de notre matériel, c'est-à-dire que pour avoir un matériel de qualité qui nous donne des résultats de qualité, il faut assurer une certaine propreté ou une hygiène du matériel. Et donc, effectivement, on va mesurer des concentrations, bien sûr. Alors, tu vois, Aliénor, si tu avais mis si tu n'avais pas mis le point d'interrogation, je te mettais encore 0,5 de plus. Mais là, tu me poses la question. Moi, j'attends cette réponse. D'accord? Il peut y avoir des imprécisions de mesure, effectivement, c'est ce que je disais, hein, Héloïse. Et puis, Yanis, toi, tu t'es embarqué sur quelque chose de plus, on va dire, sensé que de partir directement sur des variables aléatoires continues. Ça, c'est du détail, Yanis. Et tu t'es rattrapé en mettant ici la notion d'échantillon d'eau, de mesure, de dose de molécules d'intérêt à différents moments, d'une année sur l'autre, et avoir une année statistique fiable. Ce qui fait que non seulement tu as 0,5, mais là, je ne te mets pas 0,5, je te mets plus 1, Yanis, parce qu'il y a beaucoup de choses pertinentes là-dedans. OK? Et effectivement, comme dit Lorna, il faut savoir sur quoi on va se repérer, parce qu'on a des concentrations. Les concentrations, ce n'est pas des variables quantitatives continues, c'est des semi-continues. Donc, on a la notion de volume qui va rentrer. On va prendre toujours le même volume pour mesurer une quantité dans un volume. Ce sera beaucoup plus, on va dire, comparable qu'une concentration. Hein. Imaginez qu'à la place de concentration, je parle de densité de population, celle de la Belgique et celle de la France. La densité moyenne du groupe Belgique-France, ce n'est pas la moyenne des deux valeurs. Vous comprenez bien. C'est une moyenne pondérée où on va faire apparaître non seulement le nombre d'habitants de ces deux pays, mais également la surface de ces deux pays. Donc, vous voyez bien que faire la moyenne des densités ne nous donnera pas la densité moyenne des deux pays. Hein, vous comprenez le problème avec les semi-quantitatives. Donc, effectivement, généralement, on travaille sur des parcelles de 1 hectare pour étudier le rendement au quinto 1 hectare, toutes de 1 hectare. On travaille sur des échantillons d'eau qui font un certain nombre de millilitres ou un certain nombre de litres ou de portions de litres. Et effectivement, on va s'intéresser au nombre d'échantillons. Donc, bravo Lorna pour ta chose. Alors, Héloïse, on va faire une régression linéaire. Peut-être, ben que oui, peut-être ben que non. Toujours le même problème de point d'interrogation. Moi, je ne vous demande pas
forcément d'apporter une information avec un point d'interrogation. Un jour, quand vous aurez un peu plus de confiance en vous, vous ne les mettrez plus, les points d'interrogation. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, j'en sais rien. Régression sur quoi? C'est un peu vague tout ça. C'est une bonne idée, hein, c'est une très bonne idée. Et comme j'ai dit tout à l'heure qu'il allait y avoir beaucoup d'études qui sont avec la régression linéaire, sûrement que la régression linéaire va intervenir dans notre problématique. Alors, on discute un peu de cette dia là, ça vous dit? Vous êtes OK? Ah ben écoutez, comme toute mesure qu'on fait sur le terrain ou en laboratoire, on a besoin effectivement d'appareillage et on a besoin de matériel, hein. Ça, c'est comme la cuisine, hein. Vous avez des ustensiles. Ces ustensiles correspondent à ce qu'on veut en faire. On ne va pas prendre un seau quand on a besoin de choses particulières. Vous voyez qu'ici, il y a des bouchons avec des tubes et des vases. On va sûrement récolter peut-être des gaz, peut-être des liquides. Allez donc savoir, l'histoire ne le dit pas, mais en tout cas, dans des récipients bien identifiés en volume, bien identifiés en termes de type d'appareillage. Et ce qui manque effectivement ici, que j'aurais voulu avoir en commentaire, c'est l'étiquetage là. Il nous manque un étiquetage. Bon, je pense que la personne qui fait ces mesures sait ce qu'elle fait. Peut-être que c'est une mesure ponctuelle et qu'il y a un autre bac un peu plus loin et qu'elle sait ce qu'elle fait ou qu'elle récolte tout simplement ce qu'elle avait eu dans un spot donné en forêt. Elle ouvre le bac, elle trouve ça et elle va pouvoir mesurer la précipitation d'eau et donc savoir, pour voir un petit peu si notre rivière a été alimentée selon un terme de précipitation bien donné. Alors vous voyez ici, le ou la technicienne va, au vu des bottes, c'est plutôt un monsieur, pas forcément, va avec des gants donc procéder à une analyse d'une portion d'eau. Peut-être que c'est une mare, peut-être c'est une flaque, peut-être c'est un étang, peut-être c'est un bord d'eau, un bord de rivière. En tout cas, il fait ça dans un ustensile ultra propre avec un appareillage qui ressemble de près à ce qu'on appelle un pH mètre, mais pas forcément qu'un pH mètre. Et si on regarde un petit peu le type d'appareillage qu'on a, vous voyez en haut à gauche de l'écran, eh bien, vous voyez qu'on mesure la température dans une seule mesure, ce qu'on appelle single measurement. Ouais. D'accord? Et donc là, en une seule mesure, on a la température, le pH, la concentration d'un certain élément. Je ne sais pas ce qui mesure comme concentration. Ici, vous avez 8,87 mg par litre de DO. Je ne sais pas ce que c'est. Là, vous avez 3,01 g par litre de TDS. Là encore, je ne sais pas non plus ce que c'est, je vous avoue franchement. Et là, vous avez 1,8 ppt. Donc, vous avez ici, en une seule visualisation, le résultat de plusieurs mesures qui sont faites bien sûr avec plusieurs capteurs, hein. Le capteur de pH, ce n'est pas le capteur de température. Et vous avez donc des chiffres que vous seriez tenté de prendre pour des chiffres absolus, ou plutôt des valeurs absolues. Comme par exemple 25,93 degrés, vous dites c'est précis, donc c'est la température. Tout dépend du calibrage, effectivement, comme vous l'avez remarqué, hein, vous l'avez fait remarquer, certains d'entre vous, le calibrage de l'appareil est très important, tout dépend de la précision de l'appareil, et tout dépend de la zone sur laquelle on regarde. Vous savez bien que la zone de pH acide n'est pas calibrée de la même façon que la zone de pH basique, d'accord? Donc on va sûrement se trimballer avec une sonde pour les pH acides et avec une autre sonde pour les pH basiques. Vous n'avez pas recalibré in situ, d'accord? Vous l'avez fait une fois, mais pas recalibré in situ. Et puis ça dépend bien sûr de la viscosité, le pH aussi. Donc faites bien attention, toutes ces valeurs pourraient être trompeuses, mais à un moment donné, il va falloir faire confiance à ce qu'on a sur le terrain et en gardant à l'esprit le toute chose égale par ailleurs, même si c'est dangereux, on devrait changer les appareillages pour être sûr d'avoir une valeur qui tourne autour d'une tendance centrale. Eh bien, si on est sûr qu'un appareil fonctionne à peu près bien, on va le garder pour qu'il y ait une homogénéité des résultats. Vous comprenez, ça c'est très très important, hein. Non seulement le protocole en lui-même avec la définition du matériel, mais également l'appareillage en lui-même qu'il faudrait garder identique pour pouvoir comparer toutes les choses entre elles. Donc ce que je vous dis, c'est très important avant d'accumuler les données, parce que quand vous avez un fichier avec des données, vous ne pouvez pas savoir quel appareil a été utilisé pour le pH, quelle est la personne qui l'a manipulé, quel a été le calibrage qui a été fait, depuis quand il a été fait, quelle était la date à laquelle on était arrivé, est-ce que la température était compatible avec une rivière visqueuse ou une rivière au contraire qui pouvait être assez fluide. Tout ça, ça influe sur le pH, vous le savez, d'accord? Donc il y a une liaison, puisque le pH est
un paramètre thermodynamique, vous savez qu'il y a une liaison directe entre le pH et la température, hein, comme tous les paramètres thermodynamiques. Et puis vous voyez ici les réactants qui sont utilisés pour faire in situ, c'est-à-dire sur place, les analyses possibles de détection de certains éléments composés qui peuvent être soit des polluants, soit des éléments à surveiller pour leur concentration, pour maintenir la rivière en bon état, pas forcément que des poisons, ça peut être aussi des doseurs d'éléments essentiels pour la rivière. Et puis vous avez effectivement des petits testeurs ici. Puis on voit ici, là, sûrement. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça peut être, ça? Moi, j'ai ma petite idée. Bon, comme j'entends pas de bop, qui sont le signe d'un message. C'est ce qu'on appelle un réfractomètre. Vous voyez, vous glissez une petite lame de verre ici, où vous avez mis un liquide donné qui contient donc sûrement des nutriments, sûrement des éléments chimiques. Et vous pouvez comme ça calculer l'indice de réfraction qui vous donne une idée de la concentration dans l'élément que vous recherchez. Hein. La lumière est aussi un élément avec les indices de réfraction. Alors vous le comparez bien sûr à l'indice de réfraction de l'eau ou à l'indice de réfraction de l'air. Donc vous avez un référentiel bien sûr. Hein, ok. Et puis enfin, vous voyez ici les tubes. Alors moi, j'affectionne beaucoup les tubes à essai avec étiquette. Si j'étais le patron d'un labo, je commanderais ce genre de tube parce que ça obligerait d'avoir des étiquettes et on sait que les étiquettes vont laisser moins disparaître les feutres que une écriture sur un tube qui est en plastique et qui on va dire qu'on n'écrit pas toujours très très bien. Là, tout est mis dans l'ordre, ça prépare le travail. J'adore la préparation organisée parce que là-dedans, on va pouvoir avoir les paramètres. Et si je vous demandais, on va avoir les paramètres fixés ou les paramètres mesurés là sur les étiquettes? Il y a 0,5 points à se prendre. Continuez, continuez les réponses. Allez, braquez la banque, putain. Top, c'est fini. Donc, tous ceux qui m'ont répondu fixé, on arrête à Cléa. Hein, on arrête à Cléa. Et la banque, elle a peur, là. On arrête à Cléa. Tous ceux qui m'ont répondu fixé, hein, ou paramètres fixés, on peut mettre les deux. C'est pas le but du jeu, Mathias, parce que je vais pas t'accorder le demi-point, tu en auras sûrement dans d'autres cas, parce que c'est la mesure qui va révéler ce qu'il y a dedans. D'accord? Bon, merci, tu es bon joueur. Hein. Donc, tous ceux qui ont révélé fixé, et vous commencez à comprendre ce qui se passe, c'est qu'il y a des paramètres qui sont les conditions de la manip, et puis des paramètres qui vont être des mesures on va faire grâce à ces sondes, là, par exemple, qu'on trempe dans un échantillon, mais grâce aussi, on va mesurer la DO, par exemple, ici, on va mesurer le pH, mais on va mesurer aussi la concentration en microalgues, ou la concentration en microplastique, ou en nanoparticules, que sais-je encore. Et là, il faudra des appareils bien, bien, bien plus compliqués qu'un pH mètre pour arriver à certains indices. Donc, on ne pourra pas le mettre des visus sur le tube à essai. Par contre, sur le tube à essai, on va mettre les paramètres fixés. Alors, Mathias, là, tu as le moyen de te récupérer. Qu'est-ce que vous mettriez comme paramètre fixé dans le cadre de cette dia? Allez, Mathias, à toi l'honneur. Cherche pas midi à 14h. Vous ne voyez pas? C'est tout là, vous ne raquez pas plus la banque? Bon, allez, stop. Allez, Mathias, je te laisse encore une dernière chance. Ah, quand même. Bon, Mathias, il a répondu, Mathias, ou pas? Bon, alors, tous ceux qui m'ont donné
un seul paramètre gagne 0,25. Ceux qui m'ont donné 2 ou plusieurs paramètres gagnent 0,5. Lieu du prélèvement important, effectivement, Maëva, parfait, 0,25. Température, je ne sais pas si météo, oui, c'est intéressant. Humidité, localisation, 0,5 Aliénor. Flavie, alors si vous avez 0,25 et 0,25, ça vous fait 0,5, mais vous ne pouvez pas dépasser 0,5. Hein. Flavie, l'environnement, ouais, je t'accorde 0,25, c'est un peu flou. Hein. Température, 0,25. Météo, Maëva, 0,25. Kianis, météo et date, effectivement, tu as 0,5. Date de prélèvement, Maëva, effectivement, vous voyez, hein, la date, c'est très important. Mais il y a quelque chose qui va apparaître, vous allez voir, et qui va être importante aussi, auquel personne n'a pensé. Météo, température, météo, quantité prélevée. Alors Mathias, je te l'accorde parce que je ne veux pas te laisser sans point, mais la quantité prélevée, elle est fixée, on l'a dit, hein, dans le tube. Et puis la quantité prélevée, elle se déduit par un prélèvement à l'aide d'un micropipette. Donc, je te l'accorde, mais ce n'est pas une excellente réponse, Mathias, d'accord? Mais c'est bon, tu as 0,25 parce que tu peux le mettre quand même. Si tu avais un problème de disponibilité d'échantillons, bah, tu mettras que tu n'as pas pu prendre la quantité maximale. Ensuite, température, météo déjà vu. Ah, Maëva, tu me fais plaisir. L'expérimentateur. C'est un biais, l'expérimentateur. C'est un biais, donc il faut vraiment l'indiquer, hein, d'accord? Donc, Maëva, toi, tu as 0,5, hein, si je ne me trompe pas, largement. Hein, tu as répondu à 3 trucs, donc tu as 0,5 largement. Et expérimentateur, mille merci, c'est très très bien, effectivement. Donc, vous commencez à voir hein, tout ce que vous pouvez mettre là-dedans. Hein, parce que là, il va y avoir une petite interrogation qui va se faire prochainement. Donc, effectivement, notre aventure continue. Vous avez vu que ça nous prépare nos data. Nos mesures sont nos futures data. Eh bien, regardez, alors attendez, si je ne fais pas pause, il me passe à la DA suivante. Eh bien, regardez bien, hein, et là j'en passe des meilleurs, hein, il y a toute une préparation, il faudra peut-être être équipé de bottes hein, pour aller près d'une rivière, il faudra peut-être porter des gants comme le monsieur pour ne pas polluer l'échantillon, ou pour ne pas, on va dire, se polluer soi-même s'il y a des polluants, hein, allez donc savoir. Et puis, eh bien, là, la dame, elle a les cheveux courts, peut-être faudra s'attacher les cheveux pour qu'il n'y ait pas de cheveux qui tombent dans les tubes d'échantillons, ce serait plutôt embêtant, ça ferait une pollution humaine ou génétique qui serait peut-être embêtante, pas forcément rébarbative, je dis peut-être. Et puis là, vous voyez un autre appareillage qui se fait à la vue. Vous avez une échelle graduée hein, pour le diffractomètre, mais qui peut, sur l'instant, vous donner, par exemple, la quantité de sucre dans un fruit qui est tombé au bord de l'eau, ça peut être intéressant, mais qui peut aussi vous donner la concentration d'un sel donné dans l'eau en fonction d'un référentiel qui sera de l'eau pure. Donc peut-être que ici, vous aurez effectivement non seulement des réactants, mais aussi un petit flacon d'eau pure qui sera le référentiel de notre chose. Et puis là, vous voyez qu'on peut imaginer qu'il y a une distillation. C'est-à-dire que là, vous avez une colonne. Alors peut-être qu'on peut faire passer des éléments dans une colonne séparatrice aussi. Et vous voyez que avec rien, ça fait un peu MacGyver, mais moi j'adore les manips MacGyver qui sont bien pensées, c'est-à-dire avec un minimum d'appareillage, on arrive sur le terrain et on est vraiment opérationnel. Je vous apprendrai comment, avec une loi de Poisson et un microscope, on peut déjouer les services secrets de pays dictatoriaux pour voir si un lac est pollué. Si vous êtes sage, je vous raconterai l'histoire. Donc vous voyez que ça peut être une aventure aussi, le terrain. Moi, j'adore le terrain, j'adore les manips. Mais à un moment donné, bon, j'ai dû faire un choix et je me suis orienté vers le numérique, le total numérique. Mais franchement, les manips, c'est comme de la cuisine. Quand c'est bien fait, ça loupe jamais. Et puis, il faut avoir beaucoup d'organisation et de bon sens et de jugeote pour faire de la bonne cuisine. Donc voilà. Je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais moi, elle me parle. Bien, alors, regardez un petit peu cette histoire-là. Nitrate dans les cours d'eau bretons, bon état. Alors, c'est vraiment des sources officielles, hein. Je ne l'ai pas inventé, ça. Hein. Donc, ils nous disent inférieur à 10 mg par litre, 1%. État moyen, inférieur à 25 mg par litre, 17%. État médiocre, inférieur à 50 mg par litre, 59%. Mauvais état,
supérieur à 50 mg par litre, 17%. Non évalué, 6%. Vous pouvez me commenter ça, là? Vous avez une idée de ce qu'il y a comme variable sous-jacente? Est-ce que vous pourriez voir variable dépendante, indépendante? Vous avez vu que c'est une séance où on braque la banque, c'est une séance où la banque doit sauter. Donc là, 1 point pour la personne qui me donne, non, je dis 1,5 points pour la personne, les 2 personnes qui me donnent la réponse la plus complète à la vue de cette dia. Je vous laisse au moins 3 minutes pour réfléchir. Donc nitrate dans les cours d'eau bretons, vous avez des quantités, vous avez des éléments, la bon état, moyen état, vous avez des pourcentages à droite. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de tout ceci? Je vous rappelle qu'il y a 1,5 point à gagner, la banque à faire sauter pour les 2 premières personnes qui me donnent la réponse la plus complète. J'ai l'impression que je m'aventure là vers du dépassement de crédit, j'en ai l'impression. Je vais vérifier si j'ai assez de crédit, hein. Laissez-moi une seconde pendant que vous réfléchissez. Oh là là, est-ce que j'ai assez de crédit? Ça, c'est un gros problème. Donc, je vais aller voir mon banquier tout de suite, là. Regardez bien cette dia. Et je vais faire l'état des lieux. Là, je vous laisse 3 bonnes minutes. Regardez ça, ça les mérite bien. 3 bonnes minutes. C'est pas franchement un jeu puisque vous répondez en direct. C'est ce que j'appelle des points flash. Hein, vous l'avez compris, il y a des points flash à se taper là. C'est toujours ludique, mais ludique sur des choses très sérieuses et très préoccupantes. Vous l'avez vu. Alors, j'ai vu que c'était souvent les mêmes qui répondaient. J'aimerais bien que j'ai des personnes nouvelles, je ne pourrais pas dire des têtes nouvelles parce que je ne vous connais pas, mais des personnes nouvelles qui se lancent, qui mouillent leur chemise et qui se disent, voilà, je repousse mes manches, j'ai du courage, j'y vais, même si je dis des bêtises, c'est pas grave puisqu'il n'y a pas de point négatif. Bien, encore une bonne minute. Et ça sera juste avant la pause. J'en profite pour dire que demain, on est vendredi. Vendredi 22. Je réponds à Mathias et Héloïse hein, qui m'ont envoyé un mail. C'est d'accord pour le rendez-vous Skype à 18h30. D'accord? Je le note. Donc 18h30. Mathias et Héloïse, Skype. Mathias, Héloïse. Ok, Mathias et Héloïse? Bien, j'en profite pour faire des annonces puisque l'ADIA est affichée et que moi j'ai presque rien à faire pendant ce temps-là. Sur le défi. C'est quel défi déjà? C'est le défi 5, je crois. Non, le défi 3. Mathias et Loïs, ça doit être le défi 3. Donc je l'ai noté. Vous avez mon numéro de téléphone. Si vous voyez que j'ai du mal à honorer un rendez-vous, c'est que je suis occupé. Donc vous me téléphonez, un petit coup de rappel comme ça, et je me branche tout de suite sur Skype, hein, si jamais. Bon, encore 30 secondes. Et juste avant on va voir quelles sont les réponses. Hein. Juste avant de faire notre pause. Alors, vous voyez que je fais des progrès pour la pause. Je m'approche de plus en plus de l'heure et demie. Hein. Ah, si on avait eu ça sur le long cours, j'aurais été parfaitement réglé. Mais c'est très très difficile, je vous assure, de préparer ce cours, d'essayer de vous intéresser sur des choses, de mettre des jeux, d'animer et d'être en même temps dans les règles, c'est-à-dire les mêmes règles qu'en présentiel. C'est pas évident. Donc j'espère que vous m'excuserez. Bon ben voilà, encore 10 secondes et je regarde les réponses. Je ne sais pas ce que vous m'avez répondu. Voilà, je vais regarder les réponses. J'ai hâte. Je sais qu'il y en a beaucoup. Bon, alors. On arrête, ok? Et on voit...
Oui, alors Aliénor, oui, 0,25 de plus. Ok, j'avais pas vu. Alors ça commence où là? Il est 15. Alors moi je lis les réponses, hein. Regardez, donc arrêtez de répondre parce que sinon je ne vais pas arriver à tout analyser. Je commence la réponse 1 à la question posée. Oui, alors Héloïse, j'en ai parlé aussi, c'est le modèle des appareillages et à prendre en compte aussi. Bon, je viens de te donner aussi 0,25, mais j'en ai parlé d'une certaine mesure, mais pas tout à fait sur le même thème, c'est-à-dire que, enfin, pas tout à fait de la même façon, sur le même thème, par contre, c'est-à-dire que j'ai dit qu'il fallait garder le même appareillage sur la même portion de rivière, sur toute la portion de rivière, pour avoir toutes choses égales par ailleurs, des données qui ne soient pas biaisées par le type d'appareil ou de modèle ou de marque qu'on utilise effectivement et ne pas en changer entre deux mesures. Il y a sûrement beaucoup de zones de pâturage ou de champs dans les alentours, ce qui explique le nombre d'états médiocres. Bon, j'ai dit que je récompensais les réponses les plus complètes, hein, d'accord? Bah, la variable qualitative ordinale, pour le coup, en classant l'état des cours d'eau de meilleur, le temps moins bon. Mm-hmm. Une variable quantitative avec comme variable sous-jacente. Je continue d'analyser, hein, j'ai bientôt fini. Bon, alors pour l'instant, j'ai deux réponses qui vont être les plus complètes. Ce n'est pas les réponses que j'attendais, hein, on est bien d'accord, hein, vous m'écoutez bien. Hein. Donc, on a obtenu un point et non pas un point et demi parce que leur réponse est vraiment pas tout à fait ce que j'attendais, mais on peut dire que ça s'en éloigne, hein, d'accord. Mais quand même, un point, c'est bien, mais il n'y a pas le point et demi qui braque la banque. Je suis très étonné. Pour les autres, ce que vous avez dit est intéressant, mais ce n'est pas du tout ce que vous pouvez faire comme synthèse avec toute l'information que là. Donc, c'est Yanis, un point, et Patricia, un point. D'accord? Donc, effectivement, on étudie une variable qualitative ordinale qui est dépendante. Est-ce que tout le monde le comprend, ça? Et qui découle d'une mesure continue. Donc, Yanis, c'est pas mal. Hein. Ce choix est sûrement fait pour faciliter la compréhension des données, mesure. Mais après, on va avoir une répartition hein, de cette mesure. Ok. Donc, c'est ça qui manquait, Yanis. Et alors après, pour Patricia, on a des variables qualitatives ordinales. Oui, effectivement, on en a une du moins. On peut essayer de faire des tests d'équilibre. Ça, c'est la grande nouveauté d'indépendance avec des variables sous-jacentes pour lesquelles on influence sur l'état du cours d'eau. Écoute, c'est
pas tout à fait ce que j'attendais, mais je serais tenté de dire que l'un et l'autre, pour des raisons qui sont différentes, vous en étiez très près. Alors, on va vous laisser avoir une pause, hein, parce que je vais quand même respecter la pause, et on partira sur l'interprétation de cette dia que je vais mettre ici en... Alors, je vais couper l'enregistrement pendant la pause, hein, et on reprendra au niveau de cette dia. Donc, je coupe l'enregistrement.